Bonjour à tous et bienvenue, je suis Corentin Dury, le conservateur des collections anciennes du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et avec l'aide de Guillaume Kins, qui autrefois était chargé des peintures espagnoles au Musée du Louvre et qui maintenant est directeur du musée de la bibliothèque de l'Hispanic Society of America, nous avons proposé une exposition autour d'une rareté des collections du Musée d'Orléans, à savoir le Saint-Thomas de Velázquez, une pièce incroyable, un chef-d'œuvre de la peinture ancienne, de la peinture sévillane du tout début du XVIIe siècle. Et toute l'exposition est conçue pour raconter l'histoire, évoquer ce tableau fondamental de nos collections, qui est vraiment une pièce unique dans les collections françaises, puisqu'il n'y a qu'un seul Velázquez de jeunesse en France et au total seulement 2 Velázquez dans toutes les collections publiques françaises. Un des éléments qui est encore un petit peu mystérieux, c'est l'histoire de ce tableau, puisqu'il apparaît en 1843 dans le catalogue des collections du musée d'Orléans, à l'époque attribué à Murillo, mais finalement Velázquez en 1843 est encore peu connu en France, il y a peu de publications sur le sujet, donc Murillo est une erreur acceptable si j'ose dire pour l'époque, d'autant plus que l'on imagine toujours Murillo à ce moment-là comme un artiste utilisant des paysans, des jeunes sévillanes pour incarner ces saints, ces vierges dans ses tableaux, et c'est ce qui se passe dans le tableau d'Orléans. Donc l'attribution de 1843 dans le catalogue des collections est logique, mais en tout cas dissimulait toujours Velázquez. Et l'on a essayé de remonter dans le temps à partir de 1843, essayer de trouver l'origine de ce tableau qui n'est pas indiqué parmi les donations, donc qui est peut-être un achat tout simplement du comte de Bizemont, conservateur qui a créé le musée en 1825 et qui a vraiment appelé les Orléanais à constituer des dons pour la création de la collection. Et lui aussi a fait quelques achats. Peut-être finalement par modestie n'a-t-il pas indiqué où il a trouvé ce tableau, et l'on continue à chercher des catalogues de vente, des éléments qui dans les archives pourraient peut-être un jour nous révéler le secret de la provenance du Velázquez. Alors le tableau est resté dissimulé sous cette attribution à Murillo inventée en 1843 et peut-être même un peu avant, et c'est finalement seulement en 1920, lorsque le jeune historien d'art Roberto Longhi, qui est destiné par la suite à devenir l'un des connaisseurs les plus importants de tout le XVIIe siècle, ce que l'on appelle un œil, puisqu'il a cette capacité à voir des tableaux, à les identifier et comme ça à faire des rapprochements par sa mémoire avec d'autres œuvres. En 1920, il entreprend avec le comte Contini Bonacossi, qui est un grand marchand d'art et grand collectionneur florentin, il entreprend de faire un grand voyage d'Europe, voir beaucoup de musées, beaucoup de collections, et il s'arrête à Orléans. À Orléans, il découvre 2 choses importantes, entre autres. Un tableau qui était, nous dit-il, derrière la porte des toilettes et considéré comme anonyme Lombard, qui est aujourd'hui notre chef-d'œuvre du Corrège, ce n'est pas rien. Et ensuite, toujours finalement sur un mur laissé comme attribué à Murillo dans un coin, il y avait toujours ce Saint-Thomas. Et tout de suite, Roberto Longhi identifie très clairement un Velázquez et surtout un Velázquez de jeunesse. On a bien sûr toute l'importance de l'activité de Velázquez à partir de 1623 au service du roi d'Espagne, mais tout de suite, Longhi pointe du doigt le fait qu'il s'agit d'une œuvre très tôt dans la carrière de Velázquez, de sa jeunesse à Séville, et à partir de son identification, plus personne ne remet en cause cette attribution et l'œuvre devient vraiment un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art, publié par de nombreux auteurs, demandé régulièrement en exposition, sujet de reportage, et c'est vraiment une pièce de premier plan qui est inventée par Roberto Longhi en 1920, soit finalement il y a un siècle. Dans les années 70, il y a eu des temps un peu de friction avec le musée du Louvre, puisque des pressions ont eu lieu entre le musée du Louvre et le musée d'Orléans, pour tout simplement que le tableau soit donné au musée du Louvre qui n'a pas de Velázquez justement. Donc on voit comment finalement l'importance de ce tableau est tellement ancrée que même un musée comme le Louvre a essayé de se l'approprier, et dans l'exposition on montre une redécouverte justement de cette recherche autour de l'exposition, à savoir une lettre du maire d'Orléans au président du Conseil constitutionnel, comme quoi l'affaire est montée relativement haut, disant justement à ce monsieur que non, le tableau ne voyagerait pas, et c'est toujours au bord de la Loire que l'on admire Velázquez, mais pas au bord de la Seine. Le tableau d'Orléans représente Saint Thomas
jeune apôtre qui doute souvent, dont la foi est vraiment questionnante, et il fait donc partie de ce groupe des apôtres qui sont les premières personnes liées au Christ, qui ont eu la mission ensuite d'aller porter la parole du Christ et de diffuser donc le christianisme. Ils sont au nombre de 12, et puisque ces figures sont vraiment essentielles dans le monde chrétien pour la foi, pour la religion, ce sont des figures fondamentales qui, dès le IVe siècle, sont associées au credo, donc une prière essentielle du monde chrétien, où l'on imagine en fait assez rapidement qu'une phrase a pu être créée par un apôtre. Et l'on a comme ça de nombreuses séries en gravure qui apparaissent de représentations d'un apôtre avec une phrase du credo, et ça devient un support de prière, un support de diffusion d'images. Et il y a d'ailleurs dans l'exposition, grâce à la riche collection du musée d'Orléans, qui possède 50 000 estampes, nous avons une série complète de Goltzius représentant un apostolado de papier finalement, et également 2 séries complètes de Callot. Mais à partir de 1600, c'est en peinture que l'apostolado se développe, avec notamment Gréco qui crée ces grandes séries où, sur des toiles individuelles, on voit chacun des apôtres, le plus souvent complété par saint Paul, qui n'est pas un apôtre, mais qui est tellement important pour la foi chrétienne qu'on l'ajoute à cette liste, et également le Christ, ce qui donne des séries en général de 14 toiles, très importantes, qui sont créées majoritairement pour des couvents ou pour être accrochées sur les piliers du chœur d'une église ou les piliers d'une sacristie. Les sacristies en Espagne étant souvent de très grandes pièces avec arcades et colonnes. Et donc sur chaque pilier il y a un apôtre, puisque également une des conceptions de ces apôtres, c'est la notion que les apôtres sont les piliers de l'Église, donc un parallèle avec l'architecture finalement qui est mis en scène. Et on a comme ça ces commandes très importantes, qui existent dans de nombreux pays européens au début du XVIIe, mais qui surtout s'installent particulièrement en Espagne, qui restent durant tout le XVIIe, avec Murillo, Zurbarán, qui font eux aussi des séries d'apôtres, d'où le fait que l'on appelle toujours aujourd'hui ces séries d'apôtres en peinture du nom espagnol apostolado. Et finalement, pour accueillir l'apostolado de Velázquez à Orléans dans cette exposition, nous avons un peu créé autour de moi notre propre sacristie avec ce rythme d'arcades et de piliers qui vient accueillir tous les tableaux XVIIe qui viennent en regard de notre tableau. Dans l'exposition orléanaise, nous avons une chance inouïe, c'est d'avoir la confiance de 2 très grands musées espagnols, à savoir le musée du Prado et le musée national de Catalogne de Barcelone, qui ont accepté pour toute la durée de l'exposition de se séparer chacun d'un Velázquez pour que les 3 tableaux considérés comme le cœur de l'apostolado de jeunesse de Velázquez soient réunis à Orléans. Donc le Saint Thomas du musée d'Orléans est accompagné pendant toute l'exposition du Saint Paul de Barcelone, une pièce monumentale, saisissante, qui est reconnue dès 1921, juste après la reconnaissance de l'apôtre d'Orléans, est reconnue par un autre spécialiste, Auguste L. Mayer, qui identifie là un apôtre de Velázquez, et depuis il est toujours indiqué en pair avec le tableau d'Orléans. Et en 1936, toujours Mayer identifie un autre apôtre, cette fois-ci malheureusement fragmentaire, puisqu'il ne nous reste que la tête. Il s'agit d'une découpe dans une toile qui devait être plus importante. Et cette tête, elle appartient au musée du Prado et est déposée au musée des Beaux-Arts de Séville pour que Séville puisse aussi revendiquer cet héritage de Velázquez, où il a fait ses premiers pas et où il a exécuté ces 3 toiles constituant encore une fois les pièces absolument certaines de l'apostolado de Velázquez. En 2018, nous avons la chance de rencontrer un mécène, l'entreprise ITM Région, en la personne de son président Pascal Grégoire, qui a décidé de nous accompagner pour la restauration du Saint Thomas de Velázquez. A commencé ainsi une très grande aventure. Très rapidement, on a été rejoint par l'atelier Arcane. Cinzia Pasquali et Roberto Merlo ont donc travaillé sur le tableau pendant 1 an et demi pour pouvoir obtenir une restauration complète de cette œuvre et surtout fournir une documentation scientifique la plus large possible, puisque depuis les années 90, on s'intéresse de plus en plus à la jeunesse de Velázquez, donc ces années entre sa naissance en 1599 et son départ pour Madrid au service du roi d'Espagne en 1623. C'est une période assez restreinte, qui avait encore un petit peu échappé aux historiens, en tout cas dans le détail. Et donc de plus en plus, à partir des années 90, on s'intéresse à cette jeunesse et des études scientifiques avaient été faites sur la plupart des tableaux de jeunesse, excepté le tableau d'Orléans. Donc beaucoup de spécialistes espéraient voir une radiographie, des infrarouges, tous ces documents que l'on produit lors d'une restauration, des photos en micro-détail. Et donc tout ça a pu être fait
en 2018-2019 et l'exposition vous propose justement de rentrer, de plonger avec nous dans cette période d'études, de recherche autour du tableau et donc de découvrir des radiographies de tableaux de Velázquez mis en rapport avec la radiographie du tableau d'Orléans, de plonger à travers une table tactile dans une photographie en gigapixels pour vraiment rentrer au cœur de la matière et donc naviguer vraiment à l'intérieur du tableau jusqu'au niveau d'une petite écaille de peinture. Et tout ça nous permet vraiment de mieux nous approprier ce tableau, de comprendre que c'est une pièce incroyable, notamment du fait, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant un temps, il n'y a pas de repentir. Le tableau est fait d'un seul jet, on ne découvre pas de changement de position du drapé, de main, de posture de la part de l'apôtre. Tout est vraiment fait d'un seul tenant. Donc ça, c'est une découverte incroyable. Et autre élément essentiel, nous avons pu voir que, comme dans les autres tableaux de jeunesse de Velázquez, l'artiste utilise deux techniques de premier positionnement pour donner les contours essentiels de main, de visage. L'une très spécifique avec un très léger bourrelet de matière qui apparaît en blanc au niveau de la radiographie, et une autre au contraire qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus épaisse, qui est posée avec un pinceau plus large et qui là apparaît en infrarouge. Dans la poussière du Séville est une exposition qui vous emmène sur les traces du saint Thomas d'Orléans et donc sur les traces de l'apostolado de Velázquez, dont on connaît encore très peu de choses, toujours pas de commandes certaines, de provenance certaine, seulement 3 tableaux reconnus depuis un siècle par tous les spécialistes comme faisant partie de cet apostolado. Et récemment, une nouvelle question est apparue, et puisque nous vous proposons une exposition enquête autour d'un tableau et d'un apostolado, il nous est paru normal de vous livrer tel un enquêteur finalement les dernières suppositions, les derniers questionnements des spécialistes, et c'est ce que vous verrez avec la chance que nous avons présenté le Saint-Philippe qui est juste derrière moi, un tableau provenant d'Angleterre qui vient d'être restauré et qui a pu être présenté à Benito Navarrete Prieto ou Guillaume Kins, deux grands spécialistes de Velázquez, qui ont proposé de questionner à nouveau le tableau, comme Longhi l'avait proposé en 1960, en se posant la question du lien et de la présence de ce tableau dans le cycle de l'apostolado de Velázquez. Longhi en 1960 disait déjà que au moins la conception du tableau devait être de Velázquez. On s'interroge aujourd'hui à quel point la conception du tableau peut être de Velázquez, mais est-ce que finalement le travail de l'atelier sur ce tableau n'a pas été complété en plusieurs endroits par Velázquez lui-même? L'exposition est une enquête autour de cet apostolado dispersé de Velázquez et vous avez ici la dernière hypothèse, le dernier questionnement qui vous est livré avec des radiographies, avec des photographies sous infrarouge comme les spécialistes les ont eues, en confrontation directe avec les 3 autres Velázquez, et vous pouvez à votre tour finalement, tel un historien d'art et un enquêteur, observer ce tableau et essayer d'arriver à des conclusions. Parmi les prêts que nous avons obtenus pour cette exposition, il y avait une pièce qui devait absolument dialoguer avec le saint Thomas de Velázquez d'Orléans. C'est le tableau de Dresde qui est juste derrière moi. Il s'agit d'un apôtre, très certainement saint Matthias, que vous voyez tenant un livre et une hache. Il est représenté à mi-corps, comme le tableau d'Orléans, dans un style proche, et c'est un tableau qui, dès 1927, la première publication de Roberto Longhi sur le saint Thomas d'Orléans, proposition d'attribution à Velázquez. Dès ce moment-là, le tableau est rapproché de notre tableau, ils sont publiés ensemble, et même Longhi était persuadé que ce tableau de Dresde était un Velázquez et qu'il faisait partie de l'apostolado de jeunesse de Velázquez. Depuis, les cartes ont été rebattues, le tableau a été présenté plutôt comme un anonyme sévillan, a été rediscuté, et on a même des hypothèses récentes, tout cela nous conduisant à souhaiter pouvoir l'exposer avec le tableau d'Orléans, pour une bonne et simple raison, c'est que même si depuis 1927, ce tableau et celui d'Orléans sont discutés ensemble, c'est la première fois dans l'exposition que les 2 œuvres sont présentées dans la même pièce. Donc c'est une chance incroyable de pouvoir vraiment confronter, et les expositions sont ce temps majeur justement, puisque les œuvres vont être mises ensemble et la comparaison ne se fait plus d'après photo, mais directement de tableau à tableau. Et donc vous aurez la chance dans l'exposition de voir ces 2 œuvres, avec en plus un nouveau questionnement. Benito Navarrete Prieto, qui est un grand spécialiste espagnol de toutes ces questions XVIIe et notamment de Velázquez,
a récemment réétudié une partie des dessins des offices à Florence et découvert un dessin de Pacheco qui représente lui aussi un apôtre. Et à force d'étudier ce dessin, il a fini par poser la question, est-ce que finalement cet apôtre de Dresde que l'on a remis dans l'anonymat, n'étant pas convaincu par l'hypothèse de Longhi de voir un Velázquez, est-ce que finalement les liens qu'il possède avec les tableaux de Velázquez, justement, ce ne serait pas tout simplement une question de rapport entre un maître et son élève? Et effectivement, Benito Navarrete Prieto propose d'attribuer le tableau de Dresde à Pacheco lui-même, donc le maître de Velázquez qui l'a formé dans son atelier entre 1610 et 1617, un artiste dont Velázquez restera proche toute sa vie et en particulier durant ses années sévillanes, puisque si en 1617 Velázquez est reçu maître et donc sort de l'atelier de Pacheco et travaille seul, Velázquez, en 1618, épouse Juana Pacheco, la fille de son ancien maître. Donc des liens qui restent très étroits, et donc un questionnement finalement de ce tableau derrière moi qui peut être réévalué et donc s'interroger sur finalement ce rapport entre Velázquez et son maître à travers la confrontation de deux apôtres, l'un du maître, l'un de l'élève. Alors bien sûr, il y a des différences, des questionnements qu'on peut avoir. Donc le drapé est un petit peu différent, notamment dans sa conception. On semble presque voir un drapé de papier mâché chez Pacheco, là où Velázquez réussit à créer une évidence absolument incroyable. C'est une évidence certes très construite, très élaborée, mais une évidence malgré tout qui s'impose au regard. Au contraire, chez Pacheco, il y a cette difficulté aussi dans la perception d'ensemble, puisque l'on voit la présentation avec les attributs où, contrairement à Velázquez où il y a cette évidence, le livre est appuyé sur la cuisse, la lance est posée sur l'épaule et tenue d'une main, donc une grande simplicité qui se dégage de l'image. Au contraire, chez Pacheco, il y a une construction. On voit d'ailleurs cette construction, et notamment on voit comment le modèle peut-être a été contraint de tenir le livre d'une main, tenir la hache de l'autre, faire reposer le livre sur la main qui tient la hache, et donc tout cela est un peu moins évident, en tout cas révèle un peu plus une construction de l'artiste que la pose qui semble très simple et très naturelle dans le tableau de Velázquez d'Orléans. Dans l'exposition, nous avons souhaité aussi aborder un sujet qui taraude beaucoup les historiens d'art depuis quelques décennies, à savoir le lien entre Ribera et Velázquez. Ribera est un artiste né à côté de Valence qui très tôt part en Italie et dès 1606 travaille à Rome. Et c'est un artiste qui présente dans ses choix esthétiques de nombreux rapports avec certains tableaux de jeunesse de Velázquez et surtout, en particulier, avec le Saint Thomas d'Orléans. On a souvent décrit justement ce tableau orléanais comme le tableau le plus italianisant finalement de la période de jeunesse de Velázquez, le plus en lien avec Ribera. Mais un petit problème se pose, c'est la question du lien entre Velázquez et Ribera. Ribera est donc en Italie très tôt et produit uniquement en Italie. Velázquez, lui, à l'époque, est à Séville et n'a pas fait le voyage d'Italie. Cela n'intervient que plus tard, lorsqu'il est au service du roi d'Espagne, donc pas du tout le sujet de cette exposition qui, encore une fois, reste sur la période sévillane de l'artiste. Donc finalement, comment le lien a-t-il pu se faire ? Une réponse évidente est tout d'abord le fait que Séville, à l'époque, est le plus grand port d'Europe. C'est le seul port qui permet de rattacher l'Europe aux Amériques. C'est un lieu où de très nombreux marchands sont, où il y a de très grands collectionneurs, d'importants ordres religieux, 126 à Séville dans les années 1620. Donc tout cela donne une opportunité de voyage de tableau très important. Donc peut-être n'avons-nous pas encore trouvé le document qui nous explique que tel tableau de Ribera aurait été à Séville à un moment et aurait pu être vu par Velázquez. En tout cas, tous les Ribera arrivés tôt en Espagne arrivent malheureusement un petit peu trop tard pour comprendre l'apostolado sévillan de Velázquez. Mais aussi une possibilité, c'est tout simplement cette idée que deux artistes dans des contextes assez similaires, à une même période, peuvent aussi arriver à des solutions très similaires, très proches, de manière indépendante. Et en tout cas, pour souligner justement ces parentés intellectuelles, artistiques qui existent entre les deux artistes, nous avons tenu à un tableau en particulier, c'est le Saint-Jacques, qui est aujourd'hui conservé à Francfort. C'est une histoire assez savoureuse puisque le tableau était en collection privée depuis très longtemps. Et en 2014, une personne proche du musée de Francfort a décidé que pour son 100e anniversaire, elle s'offrirait ce tableau qu'elle donnerait immédiatement au Stadtmuseum de Francfort, donc une merveilleuse histoire. Et depuis, le musée de Francfort bénéficie de cette œuvre exceptionnelle
qu'il n'avait encore jamais prêté en exposition, et nous avons découvert le don de ce tableau à Francfort, et tout de suite ça nous est paru absolument nécessaire de rapprocher les deux tableaux, et je tiens à remercier nos collègues du Stadel Museum qui eux aussi se sont piqués au jeu de se dire qu'est-ce que finalement on va apprendre en voyant notre tableau avec celui d'Orléans, qu'est-ce que finalement Ribera et Velázquez vont avoir à se dire pendant plusieurs mois. Et vous avez comme ça la chance de pouvoir comparer, voir ensemble les deux tableaux. Et l'on voit donc une conception effectivement assez similaire. On a cet élan, ce souffle naturaliste qui existe dans les deux tableaux, où l'on voit finalement une personnalité incarnée par des traits relativement simples, relativement ordinaires, une volonté aussi d'un travail sur l'éclairage bien particulier, avec ce coin supérieur gauche d'où s'échappe une lumière presque violente sur la figure. Anecdote, Ribera d'ailleurs demande l'autorisation au propriétaire de son atelier qu'il loue de percer la toiture pour justement avoir un puits de lumière qui vient tomber sur le modèle dans l'atelier. Donc tous des éléments qui montrent qu'on a effectivement chez les deux artistes des soucis similaires, une même volonté de donner de l'emphase sur la figure, mais aussi sur la draperie, puisque si vous comparez les deux tableaux, on voit bien comment finalement, chez Ribera comme chez Velázquez, le drapé dévore complètement la représentation, est omniprésent, et donc ça devient un jeu, une rhétorique, mais en même temps une forme qui se distingue un petit peu chez les deux artistes. D'un côté, Ribera est quand même à Rome, dans la ville éternelle, avec un fonctionnement artistique complètement différent de la Séville où Velázquez naît et se forme. Séville est toujours sur un mode hérité du Moyen-Âge, d'une formation chez un maître, ensuite de l'examen pour rentrer dans la compagnie des peintres et pouvoir travailler de manière individuelle, avec cette tradition en plus de rester très lié entre peintres. Il épouse la fille de son maître. Donc on a un fonctionnement autre par rapport à celui de Ribera à Rome, qui est dans cette ville éternelle avec de très nombreux référents et qui se confronte évidemment à des artistes comme Raphaël qui ont peint dans cette ville. Et on a donc chez Ribera une représentation qui se veut beaucoup plus structurée, finalement plus académique si j'ose dire, avec une construction qui malgré tout est là, présente, construite, un équilibre certain qui est voulu, un travail extrêmement raffiné qui se fait dans le temps, contrairement à Velázquez où il nous donne finalement cette impression d'une évidence, d'une simplicité au premier plan qui certes en arrière-plan, si l'on décortique le tableau, on voit bien qu'il y a une structuration, la lance vient marquer la composition, il y a un travail sur l'arrière-plan entre ombre et lumière, donc tout cela est savamment construit évidemment, mais au premier regard en tout cas, Velázquez nous donne cette forme d'évidence à voir, et c'est ça qui caractérise ce tableau. Et même un détail très amusant à comparer, qui paraît peut-être anodin, c'est la petite lanière qui sert à fermer le livre. Il y a sur chacune des couvertures des livres une petite lanière qui apparaît et qui permettait en fait de nouer ensemble les deux couvertures et donc de garder le livre fermé. Si vous regardez dans le détail celle de Ribera, vous voyez comment cette lanière est peinte d'un pinceau très sûr, très construit, qui vient repasser régulièrement sur cet endroit et donc construit progressivement les lumières, monte la structure avec des jeux de couleurs différents pour donner vraiment une approximation du réel qui est construite et qui se fait dans le temps avec le pinceau qui passe et repasse. Au contraire, regardez chez Velázquez le même détail, et là vous verrez comment ce détail a pris peut-être un quart de seconde à Velázquez, avec un mouvement du pinceau qui se fait avec un simple petit coup du poignet qui donne comme ça cette petite lanière qui de près est très clairement un simple coup de pinceau, mais qui lorsque l'on s'éloigne a cette présence de la petite lanière qui est un petit peu tordue à force d'avoir été nouée, dénouée, et qui est présente et qui se suffit à elle-même. Donc bien évidemment, il ne faut pas s'y tromper, cette extrême simplicité, cette évidence finalement qui nous apparaît au premier plan est une évidence construite, mais c'est quelque chose qui permet, tout en les rapprochant, d'opposer aussi cet art de Ribera et de Velázquez.
Parmi la dizaine d'inédits qui sont présentés dans l'exposition et que le public n'avait jamais pu admirer, se trouve un tableau de Luis Tristan qui appartient à une collection privée espagnole, et nous avons eu la chance d'avoir la confiance de ce propriétaire du tableau pour le présenter pour la première fois au public depuis 1848, puisque le tableau faisait partie de la collection de Louis-Philippe qui était exposée dans la Grande Galerie espagnole au Palais du Louvre, mais qui était bien sa collection personnelle et qui malheureusement a été chassée de France avec Louis-Philippe en 1848 et ensuite dispersée à Londres lors d'une vente. Donc c'est un peu un retour en France pour ce tableau, et en tout cas c'est la première fois qu'il est montré dans ce contexte d'essayer de comprendre un peu les liens entre cet artiste, Luis Tristan, et Velázquez. Luis Tristan est un élève du Greco, il travaille à Tolède, mais c'est un artiste qui très tôt décide de partir et de voyager, et notamment de se rendre en Italie. Et en Italie, il rencontre un de ses compatriotes, à savoir Ribera, cet artiste que l'on met souvent en lien avec le jeune Velázquez. Et Tristan, récemment, a été regardé comme un possible trait d'union entre Velázquez et Ribera, entre l'Espagne et l'Italie, puisque lui fait le voyage, et déjà d'une part il a dû rencontrer Velázquez et Pacheco très tôt, puisqu'ils font en 1611 un voyage à Tolède, et l'on sait que Pacheco rencontre Greco. Étant donné que Tristan était son élève, il est très probable qu'ils se soient rencontrés. Et lors du retour d'Italie, il est probable que Tristan se soit arrêté dans le port de Séville, et donc qu'il rende logiquement visible aux deux artistes les plus en vue de l'époque parmi les peintres de Séville, à savoir Pacheco et Velázquez. Donc un temps d'échange, un temps de rencontre après ce voyage en Italie, cette découverte de Ribera, et donc ce lien que l'on peine encore à déterminer entre Ribera et Velázquez dans leurs affinités culturelles et artistiques, peut-être qu'il passe aussi tout simplement par des échanges avec Tristan, qui a pu rencontrer Ribera, discuter avec lui de sa peinture, mais aussi par la découverte d'œuvres produites par Tristan. On sait notamment qu'il y a toujours dans la cathédrale de Séville une très grande trinité de Tristan qui est donc toujours sur place, et donc on voit comment un certain dialogue lié au monde romain, au monde de Ribera, arrive à Séville à travers ce peintre, et peut-être donc un rôle de trait d'union entre Ribera et Velázquez. Et c'est notamment ce que permet de faire le tableau représentant encore une fois un apôtre, toujours Saint Matthias, avec cette œuvre où l'on voit certes l'héritage du Greco dans un travail des carnations qui joue énormément sur la matière colorée à la manière finalement plus vénitienne finalement de son maître, mais par contre un travail dans la lumière, dans cette importance donnée au drapé qui est ici une grande masse ductile qui certes englobe tellement le corps qu'elle se dissocie presque du corps qu'il y a dessous, mais on a cette grande masse de drapé qui rappelle un peu certaines conceptions du jeune Ribera à Rome, et qui peut aussi participer de ces éléments qui ont pu être vus, intégrés, absorbés par Velázquez. Le tableau d'Orléans Saint-Thomas de Velázquez a pris une grande place aussi dans le monde artistique, et on n'hésite pas à y faire référence. Pierre Michon a décidé d'utiliser le tableau comme couverture des Vies minuscules, ouvrage fondamental de la littérature française du XXe siècle. C'est vraiment l'auteur qui a insisté pour avoir ce tableau sur la couverture que vous voyez toujours aux éditions Folio sur la version de poche. Mais c'est aussi une réinterprétation encore plus récente, puisque en 2018, c'est Nicolas de Crécy, un auteur de bande dessinée, de graphic novel et de romans graphiques, qui a décidé de se réapproprier ce tableau en faisant sa propre version, à travers un récit qui est donc intégré au roman intitulé « Les amours d'un fantôme en temps de guerre » et édité chez Albin Michel en 2018. Et l'on suit dans cet ouvrage un jeune fantôme qui se promène finalement à l'intérieur d'un musée à la suite d'une histoire assez complexe que je vous laisse découvrir dans le roman. Mais en tout cas, on finit par le suivre à l'intérieur d'un musée. Et dans cet établissement, il rencontre le fantôme Maurice, historien d'art, qui hante les lieux et qui, heureux de trouver un public, fait découvrir au jeune fantôme et à son amie Lily le musée, l'histoire de l'art, les grands maîtres, et notamment décide de révéler un secret à ces deux jeunes fantômes qui l'écoutent attentivement, à savoir que les humains n'hésitent pas à peindre de très très grands drapés, et selon Maurice, c'est tout simplement parce que dans ces drapés, il dissimule des portraits de fantômes. Et pour incarner ce principe, Maurice se tourne vers un tableau qui est nul autre que le Saint Thomas de Velázquez,
accroché dans ce musée mystérieux dont on ne sait pas grand-chose dans l'ouvrage de Nicolas de Crécy. Et l'on voit comme ça le saint Thomas d'Orléans réinterprété avec non plus une draperie intégralement ocre jaune, mais une grande manche au premier plan, complètement blanche, qui révèle donc ce portrait de fantôme que décrit Maurice. Et ce qui est amusant et intéressant, c'est de voir comment un artiste, dans une vision liée à une narration, décide de s'arrêter spécifiquement sur ce tableau, parmi tous les tableaux à sa disposition pour proposer une copie et une réinterprétation. C'est vraiment sur le saint Thomas d'Orléans qu'il s'est arrêté, et c'est cette draperie au premier plan qui a capté son œil et son attention, un peu à la manière dont l'historien d'art, lui aussi, se réinterprète ce tableau, s'approprie ce tableau en soulignant l'importance de cette draperie au premier plan qui, bon an mal an, glisse finalement comme presque le sujet du tableau et qui met au second plan finalement saint Thomas qui disparaît sous cette masse énorme que d'ailleurs Roberto Longhi dans son premier article sur le saint Thomas, justement avec cette langue un peu piquante qui est caractéristique de cet historien d'art, n'hésitait pas à parler à propos de ce drapé d'une coperta da cavallo, une couverture de cheval, pour souligner justement cet élément monumental qui dévore la toile et qui donc a intéressé certes les historiens d'art, mais aussi Nicolas de Crécy dans ce roman incroyable, Les amours d'un fantôme en temps de guerre. L'histoire de l'art est une enquête et est un élément qui se construit avec le temps et aussi grâce au rapprochement dans les expositions. Et parmi les questionnements qui sont livrés au regard du public dans l'exposition et aussi au regard des spécialistes, c'est le tableau qui vient de l'église de la Trinité à Marseille. Une œuvre qui a été vue encore par très peu de spécialistes, qui d'ordinaire n'est vue que par 6 franciscains qui bénéficient de la chance de voir ce tableau dans leur église, mais qui n'est pas accessible au public. Et donc c'est un peu une découverte, une révélation dans l'exposition que de voir cet apôtre qui est d'une qualité certaine, qui montre vraiment une main très compétente dans ce tableau, qui intrigue beaucoup les historiens d'art, notamment du fait que ce tableau est non pas à l'échelle 1, mais plus grand que l'échelle 1, plus grand que nature. Un tableau donc très imposant, mais qui pour l'instant, dans les premiers échanges d'après-photo avec différents historiens d'art, reste bien mystérieux, tout simplement puisque certains le pensent nordique, d'autres le pensent espagnol, d'autres appellent des liens avec le français Latour, d'autres signalent que le milieu italien autour de Ribera et de certains artistes nordiques à Rome est également une piste intéressante. Et donc, finalement, c'est un aveu de non-réponse pour l'instant que l'on vous fait. L'histoire de l'art se construit encore une fois avec du temps, et donc le tableau de Marseille est venu dans l'exposition comme un anonyme qui va pouvoir être questionné, regardé, et aussi se rappeler que même si un tableau n'est pas encore identifié pour son artiste, pour sa date et son lieu de provenance, on peut aussi tout simplement l'admirer et profiter de toutes ses qualités esthétiques et se plonger comme ça dans une contemplation dont on ressortira certainement toujours chargé d'émotions, et c'est également l'intérêt de cette exposition et du rapport à la peinture ancienne.